Donc Rachid Nakaz, donc, dont tout le monde a probablement donc, entendu parler ici ou là, notamment par des actions spectaculaires, c'est l'adjectif que j'utilise, sans absolument aucune connotation péjorative de ma part. Donc Rachid Nakaz, donc entrepreneur, homme politique, candidat donc en 2007 à la présidentielle. Et on se souvient effectivement donc d'un acte justement spectaculaire qui était celui effectivement donc de l'achat du parrainage donc d'André Garec, qu'il avait donc effectivement donc tout simplement donc sur la chaîne LCI déchiré donc en direct. Il nous expliquera peut-être effectivement donc la motivation de cet acte. Donc en 2012, donc 5 ans plus tard, donc aujourd'hui, M. Nakaz nous expliquera effectivement s'il est toujours candidat, éventuellement donc s'il est proche effectivement donc des 500 signatures. Et puis j'ai envie de dire que Rachid Nakaz s'est aussi donc singularisé, fait remarquer donc sur la scène politique et publique, notamment avec la création donc récemment donc de Touche pas à ma constitution en 2010, rappelez-vous, suite donc à la loi contre la burqa, donc communément donc nommée ainsi, où il avait mis en place donc un fonds effectivement donc de financement donc des amendes donc à l'égard des femmes donc portant le voile intégral. Une autre action, mais il y en a aussi un certain, je ne serai pas exhaustif bien sûr, donc le soutien de Rachid Nakaz donc, à l'avocat donc, Karim Achoui, avec, me semble-t-il à l'époque, donc une grève de la faim, je pense, tout à fait. Et puis une autre opération qui a été aussi très médiatisée, qui est celle donc, de l'opération République des Roms, le 24 décembre 2010, où Rachid Nakaz donc, offre en cadeau, comme le Papa Noël justement, la veille donc de Noël, un terrain de 16 hectares en Auvergne, région bien sûr d'origine d'un certain donc Brice Hortefeux, dont vous avez probablement donc tous entendu parler, notamment sur ses positionnements plutôt islamophobes. Hein. Et donc j'ai envie de dire, Rachid Nakaz, avant de donner la parole, de vous donner la parole, quel est donc le moteur de votre action politique et qu'entendez-vous changer dans la politique? Et comment vous inscrivez-vous, notamment donc, en termes de projet pour les prochaines échéances 2012, mais c'est surtout la salle qui pourra donc débattre avec vous et puis commenter votre intervention. Merci à vous. Merci à vous. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Larbi Keshat, le directeur du centre, de m'avoir invité ici parmi vous, à remercier aussi donc, M. Meziti de me donner la parole. Et à m'excuser pour le retard. En effet, je devais être à l'heure, mais un empêchement a fait que je ne devais même pas être là. Mais alhamdoulilah, j'ai pu arriver à temps, même si c'est en retard. Donc m'excuser auprès des responsables de l'organisation de cet événement et auprès de vous-même. Je tiens aussi donc à saluer ici mes co-conférenciers et de leur présence et j'espère qu'on apportera ensemble donc un outil ou des éléments de réponse aux questions que l'on se pose tous, et notamment par rapport à la thématique de l'événement d'aujourd'hui, donc citoyen durable, évitable ou électoralement invitable. Alors j'aimerais dire que oui, tous les candidats à cette élection présidentielle invitent les citoyens français de culture musulmane à essayer de voter pour eux, en tout cas à essayer d'apporter des réponses aux préoccupations de la majorité d'entre nous ou d'entre vous. Mais je vais être un peu dur avec le « nous », puisque je vais le collectiviser, ce « nous », c'est-à-dire citoyens français de culture musulmane, même si dans la réalité ça ne veut rien dire. Les citoyens français de culture musulmane ont leur propre histoire, leur propre individualité, leurs propres aspirations, leurs propres attentes, et c'est extrêmement difficile de répondre collectivement aux attentes des uns et des autres, des unes et des autres. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile de définir un nous collectif quand on entend parler de citoyens français de culture musulmane. Mais disons, pour les besoins de l'explication et pour les besoins de l'analyse, que la majorité des Français de culture musulmane habitent dans les quartiers dits populaires, dont par exemple je fais partie, même si je suis entre deux rives aujourd'hui, d'un côté et de l'autre côté du périphérique. Je suis issu de la banlieue sud de Paris, dans le 94 à Choisy-le-Roi. Donc c'est extrêmement difficile de définir ce nous collectif. Mais j'aimerais dire que oui, il y a une invitation
notamment de la part des grands candidats, que ce soit à gauche ou à droite. Mais j'aimerais dire aussi que les Français de culture musulmane, les citoyens français de culture musulmane, ne répondent pas à cette invitation. Alors qu'est-ce qui justifie cette assertion? Et c'est ce qui fait que on essaie de se poser les uns et les autres la question de est-ce qu'il y a oui ou non un vote communautaire, en ce sens où est-ce qu'il y aurait oui ou non un vote des Français de culture musulmane qui, en bloc, ou presque en bloc, irait dans telle direction. Dans les années 80, on disait que les Français de culture musulmane, les musulmans pour simplifier, votaient plutôt à gauche, mais on sent depuis une dizaine d'années qu'il y a, pour certains d'entre eux, une tendance un peu vers la droite, même un peu beaucoup, notamment par rapport à ceux qui sont venus, par exemple, d'Algérie, après les événements d'Algérie dans les années 93-95, qui sont plutôt des cadres, et ceux-là ont plutôt une tendance à aller vers la droite. Et on a observé notamment que plus on avançait dans l'âge, plus ces musulmans votaient plutôt à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été évidemment extrêmement déçus par les politiques publiques de la gauche, notamment des promesses de l'ancien président de la République française, M. François Mitterrand. Mais donc, ça, c'est des analyses, j'aimerais dire, génériques. Moi, dans mon parcours personnel, j'ai été amené à me confronter à la réalité de ce vote musulman, notamment après les élections présidentielles de 2007, où j'ai été, comme on dit, candidat malheureux. Comme M. Cheminade ici présent, il aura sûrement beaucoup plus de chance cette année, puisqu'il sera, je l'espère, candidat officiel à cette élection. Donc, après les élections présidentielles de 2007, j'ai décidé de créer un parti qui essayait de donner sa chance aux citoyens de la diversité. Donc j'ai présenté 58 candidats dans 58 circonscriptions dites populaires. Pourquoi? Ça m'a permis de me rendre compte de la réalité de ce vote musulman. Alors pour essayer de justifier un peu ce résultat médiocre, bien sûr, il y a l'idée que nous étions un jeune parti, que très peu de gens nous connaissaient, certes, mais il n'en demeure pas moins que parfois il faut regarder les éléments objectifs. Et parmi les éléments objectifs, c'est ce qu'on appelle les listes d'émargement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement les listes électorales dans lesquelles on peut voir qui a voté et qui n'a pas voté. Donc vous savez que la loi vous autorise à obtenir ces listes d'émargement en préfecture jusqu'à 10 jours après chaque élection. Donc, dans le cas des élections législatives de juin 2007, donc on avait 10 jours pour avoir ces listes-là qu'il faut payer. Donc, ça représente à peu près par circonscription autour de 500 à 600 euros que vous pouvez vous payer. Bon, bref, c'est un budget. Et à notre grand étonnement, j'ai découvert dans ces 58 circonscriptions que seulement 12% des électeurs qui avaient un prénom qui s'appelait Mohamed, Mamadou, Fatima, Farida, etc. On avait répertorié un certain nombre de prénoms qu'on avait intégrés dans un petit logiciel, que 12% simplement de cet électorat inscrit sur les listes électorales votait réellement. Et là, je me suis dit, on arrête tout. On arrête tout, pourquoi? Parce que, oui, il y a une conscience citoyenne des Français de culture musulmane, c'est-à-dire qu'ils sont capables, comme vous et moi, de parler de politique, de dire ce qui se passe à gauche ou à droite, c'est intéressant ou pas intéressant, ils se foutent de notre gueule à gauche ou à droite, etc., etc. Mais quand il s'agit d'aller voter lors d'une élection, que ce soit l'élection législative, municipale un peu moins, ils votent un peu plus. Les cantonales, c'est la catastrophe, ils votent pas du tout, ou absolument pas du tout. Les présidentielles, ça va un peu mieux. Donc quand il s'agit de voter, eh ben, il n'y a plus personne au rendez-vous. Donc oui, il y a une invitation, mais les musulmans de ce pays ne répondent pas à cette invitation-là. Alors je vous donne un chiffre à peu près. Il y a 64 millions de Français dans ce pays. Parmi ces 64 millions, il y a 44 millions en âge de voter, donc 44 millions qui ont une carte d'électeur. La communauté musulmane de France, c'est aux alentours de 5 millions d'individus. Et il faut savoir que par rapport à une population donnée, pour savoir combien de gens ont plus de 18 ans, c'est 60%. Donc quand vous faites 60% de 5 millions, ça vous fait à peu près entre 2 et 3 millions d'électeurs potentiels qui ont la carte d'électeur. Donc quand vous faites 12% de 2 à 3 millions d'électeurs potentiels, ben vous arrivez au minimum à 240 000 votants réels et au maximum 360 000 votants réels français de culture musulmane. Ce qui veut dire que c'est ridicule. Alors à qui la faute? Sûrement à des gens comme moi, à vous, qui ne faisons pas ce travail de
maturation politique active. Car les musulmans sont très doués avec le verbe, mais absolument nullissimes au niveau de l'acte. Alors, je suis dur exprès pour vous dire qu'il faut se réveiller et surtout sortir du fantasme. Aujourd'hui, ma réponse à la question « y a-t-il un vote communautaire ou pas ?», ma réponse est très claire, il n'y a pas de vote communautaire. Et si tant est qu'il y ait un vote communautaire, il est absolument infime. Donc sortons du fantasme et essayons de voir comment on peut faire en sorte que ces 2 à 3 millions d'électeurs potentiels, dans chacune des élections qui va se profiler, notamment l'élection présidentielle à venir, législative et ensuite municipale en 2014, comment faire en sorte qu'ils passent de 240 000 à 2 400 000 euros. C'est très difficile. Alors, une des raisons qui fait que, finalement, les musulmans de ce pays votent très peu, c'est d'une part parce que la gauche et la droite ont trahi les promesses qui ont été faites, notamment, pour prendre l'exemple de la gauche, le droit de vote aux élections municipales. Là, on voit bien qu'ils essaient de se rattraper au Sénat, mais vous allez voir que le jour de vérité, si la gauche gagne, je suis militant PS, ils n'iront pas jusqu'au bout, parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce que l'élection municipale est la seule élection où les musulmans peuvent faire mal. Pourquoi mal? Parce que l'élection municipale, elle est faite à la proportionnelle. C'est-à-dire que vous avez des représentants à hauteur du pourcentage d'électeurs que vous avez réussi à convaincre. Donc là, vous pouvez vraiment gagner parce que le vote communautaire est concentré dans ces mairies, en tout cas dans un certain nombre de mairies, à peu près 200 mairies en France. Donc le fait qu'il y ait le principe de la proportionnelle qui s'applique aux élections municipales fait que si vous intégrez le facteur de la possibilité pour les musulmans d'origine étrangère, d'étrangers, à pouvoir voter, là vous pouvez facilement passer de 15 à 51% d'une élection où vous pouvez gagner. Je vais prendre l'exemple de la ville de Grigny dans le 91. Il y a une liste indépendante qui a réussi à faire 26% aux dernières élections en 2008. 28%, c'est énorme. Si tant est que la loi sur le droit de vote des étrangers aux élections municipales devienne une réalité, ben je vous dis que c'est absolument pas impossible que dans un certain nombre de mairies, des Français de culture musulmane puissent rafler des mairies. Car à ce jour, il n'y a aucune mairie qui a été raflée, notamment dans les quartiers populaires, par un candidat français de culture musulmane. Et donc là, ça sera vraiment symptomatique et important. Donc maintenant, prenons un autre exemple, l'élection législative. L'élection législative, donc, j'ai pas donné le score tout à l'heure, on a fait 0,3% en moyenne sur les 58 candidats. L'élection législative est non seulement l'élection où vous ne pouvez pas gagner, c'est une élection qui est déprimante, car vous travaillez, il y en a qui sourient ici parce en connaissance de cause, elle est déprimante parce que vous essayez de vous démener pour essayer de convaincre vos différents électeurs de voter pour vous, et au final, vous vous retrouvez avec des scores ridicules. Certains de nos candidats avaient eu 16 voix, 25 voix, 37 voix. Donc pour l'ego du candidat qui se présente, c'est absolument catastrophique. C'est terrible. Donc l'élection, pour des citoyens fragiles, comme les citoyens français, notamment les candidats français de culture musulmane, où il y a un espoir de gagner, c'est l'élection municipale, parce qu'elle est proportionnelle. L'élection législative, elle est sur la base du scrutin majoritaire à 2 tours. Et cette élection-là, c'est, j'aimerais dire, l'élection qui vous casse le moral. C'est une élection où les grands partis sont vraiment les rois. Et vous ne pouvez pas rivaliser avec eux. Et il faut savoir que l'élection législative est la seule élection qui permet à un parti politique de se financer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un électeur vote pour un candidat d'un parti politique, dès lors que vous présentez plus de 50 candidats, eh ben, à chaque fois qu'un électeur vote, le parti touche 1,70 € à peu près. Il faut le savoir. Donc, pour l'élection législative, le citoyen qui vote est un client pour un parti. Et c'est la seule élection où l'électeur rapporte de l'argent à un parti. Pour l'élection municipale, ou l'élection présidentielle, ou l'élection cantonale, le candidat ne vaut rien. Il ne représente pas de façon mercantile une valeur. Mais paradoxalement, c'est l'élection, en parlant d'élection législative, où si vous êtes un petit parti, vous ne gagnez rien. Vous ne pouvez pas convaincre, séduire votre électorat qui, quelque part, ne vous fait pas confiance. Il fait confiance simplement aux grands partis politiques, aux candidats de ces grands partis politiques. Donc tout ça pour vous dire
et je terminerai avec cette synthèse, avec cette conclusion un peu difficile, mais qui est une invitation à aller au-delà, c'est que non, il n'y a pas de vote communautaire aujourd'hui. Et s'il existe, il est absolument ridicule. Merci. Merci Rachid pour votre